Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. Pourquoi on parlerait pas d'écologie ? Ouais, parce qu'on s'en branle. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Les décideurs! C'est pas les décideurs! Écoutez, tout ça est du pur délire et il y en a au bas mot pour 250 milliards d'euros. Ah ouais, c'est chaud, hein. Peut-être que c'est pliant. Bienvenue dans C'est chaud, un podcast pour sortir de l'inaction climatique et penser l'économie et la société de demain. Je suis Robert Lemoine, enseignant et journaliste indépendant, et aujourd'hui je vous laisse avec Laïla Halak, économiste et productrice de ce podcast, et Emmanuel Martin, enseignant en prépa. Tous les deux, ils vont vous parler de coopérative, de démocratie et d'abolir le profit. Bonne écoute! Salut Manu. Salut Leïla. Tu sais, je me demandais, et si le problème au fond c'est qu'on produit juste pour le profit ? C'est le genre de question que tu te poses en te levant ? Non mais genre, souvent quand j'animais des conférences, il y avait toujours quelqu'un pour dire « On peut pas faire la transition écologique sans abolir le profit ». Ouais, je vois ce qui peut leur poser problème. Pour l'instant, on a des entreprises qui cherchent à enrichir leurs propriétaires, créer des besoins avec du marketing et baisser les coûts en délocalisant. Mais tu es économiste quand même. Oui, je l'ai renvoyé au marché carbone, tout ça. Ça me rappelle la phrase de Milton Friedman. La responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire du profit. En même temps, une grosse partie de ce qu'on produit est organisée de cette manière, des sociétés privées. Mais il y a quand même l'État. La production non marchande, c'est 16% du PIB. Oui, mais on pense pas spontanément à l'État pour produire des biens de tous les jours. Regarde, genre des verres. Les verres Duralex. Les verres avec notre âge au fond ? Oui. Si on va en liquidation, on va fermer cette entreprise et tout le monde va se retrouver sur le carreau. Autrefois considéré comme la tour Eiffel de la vaisselle, Duralex est devenu au fil des années l'incarnation des difficultés de tout un secteur. Produire du verre en France est devenu quasiment mission impossible. La verrerie devait fermer et a été reprise en coopérative en juillet 2024. C'est 228 emplois qui sont sauvés et surtout, la société est détenue par ses salariés. C'est une propriété collective. Moi, je me dis que ce serait intéressant de regarder comment ça fonctionne, les coopératives. Est-ce que c'est un modèle à suivre pour repenser la production ? Moi, je me dis que c'est intéressant, il y a des chances pour que ce type d'entreprise s'occupe mieux des intérêts de ses salariés, mais est-ce que c'est le bon modèle pour la transition écologique ? Après tout, une usine qui produit du verre, en coopérative ou pas, ça consomme beaucoup de gaz. Je me dis, il faut aller voir ce que ça donne, de travailler sans patron, pas pour le profit, sortir du cadre capitaliste habituel, quoi. C'est vrai que dès qu'on parle d'écologie, on en revient à la propriété privée, au profit, à la finance, au capitalisme, aux sociétés privées classiques. Allez, c'est parti. Faut-il des coopératives partout ? Alors Leïla, j'ai fait quelques recherches, parce que quand on s'intéresse aux structures qui ne sont ni l'État ni des sociétés privées, on est un peu vite paumé. Il y a plein de termes qui font un peu marketing, genre l'économie sociale et solidaire. J'imagine plein de gens qui se tiennent la main. C'est quoi en vrai exactement ? J'ai toujours entendu ce mot, mais j'ai jamais trop creusé. C'est genre les associations et les coopératives qui produisent des biens et services. Elles doivent être gérées de manière démocratique et avoir une utilité sociale. Ok, on coche déjà de bonnes cases. Et ça fait quand même 10% du PIB et 2,4 millions d'emplois. Ah stylé, donc on pourrait faire un petit pays avec. Oui et non. Dedans, t'as autant des associations comme Emmaüs que des coopératives comme Duralex, donc ça veut pas dire grand-chose. Ah ok. Et les coopératives ? Il y a Banque Populaire et Caisse d'Épargne, Leclerc, les coopératives agricoles... Quoi ? Oui, en fait, l'idée de coopérative, c'est de mettre en commun des moyens, du matériel, des locaux pour servir des objectifs communs. C'est pas en soi un modèle alternatif. Il y a les coopératives de consommation, genre Biocoop ou la Fnac à l'origine. Elles servent à grouper les consommateurs pour mieux négocier, ou des coopératives de production. D'où les coopératives agricoles, chaînes de magasins, banques... Félicitations les filles, vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Mais du coup, c'est quoi les coopératives qui produisent des biens et services et qui ont un fonctionnement alternatif ? Si tu cherches un contre-modèle, c'est façon Duralex, des sociétés coopératives de production, des SCOP. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces SCOP ? Pour y voir plus clair, on a demandé au sociologue Maxime Kijou, chercheur au CNRS et spécialiste de ces sujets. Une coopérative réunit des gens avec l'idée de partager des outils avec une visée sociale ou économique. Ça, c'est un des premiers principes. Et le deuxième principe, c'est qu'indépendamment de la part qu'on attribue en fait au capital de la coopérative, chaque personne détient une voix dans les décisions prises collectivement. Parmi cette grande galaxie, il y a ce qu'on appelle les coopératives, des sociétés coopératives et participatives, autrefois sociétés coopératives ouvrières de production, dont l'idée est de partager l'entreprise, tout simplement, pour travailler ensemble à destination d'une activité de service ou de production. Il y a des coopératives de moyens, dont l'objectif finalement
fait simplement de mettre en commun de l'argent pour travailler mieux individuellement, hein, comme très souvent les coopératives de commerçants, d'agriculteurs et les coopératives de faim. Est-ce que on met en commun simplement des moyens ou est-ce qu'on met en moyen une philosophie et une visée sociale derrière son activité? Ok. Donc, juste mettre en commun les moyens, c'est pas suffisant pour repenser notre modèle. Surtout qu'en fait, quand on a une propriété collective, on n'a pas forcément aboli le profit. Il est juste réparti entre les salariés finalement. Alors oui et non. Maxime qui joue. Il y a des scopes qui font des millions d'euros de profit. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du profit derrière, y compris pour les scopes. C'est-à-dire que dans le modèle du scope, vous êtes obligé de séparer entre vos bénéfices entre ce qu'on appelle une part travail qui va directement revenir en fait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient associés ou non. Deuxièmement, l'autre partie des bénéfices est obligatoirement mise dans ce qu'on appelle des réserves impartageables. Et ces réserves impartageables visent en fait à réinjecter de l'argent dans l'entreprise obligatoirement. Du coup, l'idée, c'est que faire du profit n'est pas un mal en soi. C'est simplement ce qu'il reste après le paiement des salaires, des coûts, des impôts, des intérêts. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on décide ce qu'on en fait. Bon, tout ça c'est très bien, mais alors ça ressemble à quoi une entreprise démocratique? Est-ce que c'est des entreprises sans hiérarchie par exemple? On vote, on décide de comment on travaille, des salaires, de l'emploi du temps. Ça me fait penser au livre Travailler sans patron de Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondo. Il y a une grosse différence entre une entreprise où il y a une assemblée générale, mais genre une assemblée générale bien faite, où tout le monde est motivé et informé, et une boîte où les gens bossent comme ils veulent. Moi, Daniel Ranu, je m'occupe de diffuser une ambiance de fiesta dans les bureaux pendant tout le mois de janvier. C'est comme pour les systèmes politiques en fait. Il y a la démocratie représentative où on délègue le pouvoir à une assemblée de personnes. C'est le mode majoritaire dans l'économie sociale et solidaire. Dans les associations, on élit un conseil d'administration ou un bureau. La démocratie participative qui vise à associer le maximum de personnes aux prises de décision. Et la démocratie directe où les membres du collectif exercent le pouvoir sans élu. Et la question que je me pose c'est, est-ce qu'on peut gérer une boîte en mode démocratie directe? Ça va pas conduire à une immense perte de temps? Je me suis posé la question. Comme l'évoque Maxime qui joue, c'est aujourd'hui pas mal un rêve de cadre. Mais c'était aussi une question dans le mouvement ouvrier avec l'idée d'autogestion. T'es très 70s quand même, Leïla. L'époque des Pink Floyd, Manu. Bah, je sais pas, c'est un idéal qui pose question. Regarde la définition de l'autogestion à l'époque par l'historien Pierre Rosanvallon, c'est stylé, non ? L'exercice collectif de la décision, la possibilité d'intervention directe de chacun dans les problèmes qui le concernent, elle se conçoit ainsi comme la pratique vivante d'une démocratie véritable. En 1976, une idée qui a perdu beaucoup de terrain aujourd'hui. Mais pourquoi ? Beaucoup de gens se sont même battus pour ça. C'était par exemple un des éléments d'une véritable révolution anarchiste en Espagne en 1936. Les gens ne voulaient pas que tout soit géré par l'État mais par les travailleurs eux-mêmes. L'écrivain George Orwell s'est même battu avec eux. Dans son très beau livre Hommage à la Catalogne, il décrit Barcelone gérée par les anarchistes. Autant qu'on pouvait en juger, les gens étaient contents, emplis d'espoir. Le chômage était inexistant et le coût de la vie encore extrêmement bas. On ne voyait que très peu de personnes vraiment dans la misère et pas de mendiants. Et surtout, il y avait la foi dans la révolution et dans l'avenir. L'impression d'avoir soudain débouché dans une ère d'égalité et de liberté. Des êtres humains cherchaient à se comporter en êtres humains et non plus en simple rouage de la machine capitaliste. Sur l'histoire de ce type d'autogestion et les modalités concrètes, il y a un livre récent qui est sorti, En finir avec les patrons de Victor Alba. C'est sûr que ça fait rêver, même si c'est un peu lointain. Plus proche de nous, ça me rappelle l'histoire de LIP, une fabrique de montres qui devait fermer en 73, et les salariés ont fait grève, pris les montres, les ont vendues. Avec l'argent de ces ventes, ils ont même réussi à faire tourner la boîte eux-mêmes. Leur slogan, c'est possible, on fabrique, on vend, on se paye. Les LIP pourront-ils imposer une solution négociée? Certainement, si la pression de toute la classe ouvrière sur le gouvernement et le patronat ne se relâche pas. Et une fois qu'on est là, plein de questions se posent si on veut une démocratie directe. Déjà, quel est le périmètre de la démocratie? Quand on pose une question à un collectif, il doit être suffisamment homogène pour être d'accord, sinon une partie impose à l'autre, non? Ou sinon c'est juste le bordel, quoi. Ça me rappelle les AG de fac pendant les grèves étudiantes. Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia de la commune libre de Tolbiac. Oui, c'est clair. Du coup, dès qu'il y a de gros écarts de qualification, de poste ou d'origine sociale, c'est chaud. Et puis il y a la question de la tâche. Certaines ont très peu d'autonomie, sont très parcellisées, et quand on fait des tâches difficiles, qui fatiguent, qui cassent le dos, autogestion ou pas, c'est compliqué. Regarde l'industrie. Ouais, pas impossible, mais pas évident non plus.
Et une fois qu'on a décidé de quelque chose, faut s'y tenir. Et là, on a même des cas d'entreprises qui, après une expérience autogestionnaire, reviennent à un cadre discipliné classique parce que ça n'a pas marché. C'est un peu l'exemple de l'IP qui a vraiment marqué une époque comme symbole de l'autogestion. D'ailleurs, l'IP, à ce sujet, il y a une incompréhension, bien entendu, puisque eux, leur mode opératoire, leur répertoire d'action collective était autogestionnaire, mais leur entreprise ne l'était pas. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement mettre en place une mobilisation pour reprendre leur entreprise qui va être portée sur les montres qu'ils vont récupérer, qu'ils vont vendre un peu partout en France, mais leur objectif, c'est de retrouver un patron. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, ils vont retrouver un patron. En fait, ce que dit Maxime Kijou, c'est qu'il faut regarder dans le détail les caractéristiques du travail et de la structure. Et que oui, on peut exiger la démocratie, mais qu'il n'y a pas de recette magique. Tout dépend du contexte. Et puis, Manu, il y a un autre problème. Quoi, Leïla ? Finalement, la démocratie, c'est comme l'amour. Ça dure 3 ans ? Non, mais ça s'entretient, et c'est un défi énorme pour les coopératives en général. Tu prends un collectif. Au début, on est content, motivé, l'information circule bien. Passe un temps et ça peut se bureaucratiser et la démocratie n'est plus qu'une coquille vide. Les gens qui sont près des décisions ont tous les éléments et les autres font juste des votes un peu symboliques. Oui, et voter, ça veut rien dire en soi. Mais on peut peut-être fonctionner au-delà de ça, sans hiérarchie, division du travail et tout voter tout le temps. Alors, l'absence de structure, c'est tentant, mais dangereux. L'autrice féministe états-unienne Jo Freeman écrit dans Tyrannie de l'absence de structure, en 1972, que laisser une organisation fonctionner sans règles est la porte ouverte à une capture du pouvoir par certaines personnes plus privilégiées. Du coup, d'un côté, les règles formelles créent une bureaucratie et de l'autre, l'informel aussi ? Faut désespérer. Mais non, Manu, en fait, l'ESS, les scopes, tout ça est traversé par des problèmes classiques pour toute organisation, dans le monde tel qu'il est. Selon les contextes, des solutions fonctionnent plus ou moins bien et ça montre quand même la voie. Par exemple, si les scopes sont plus démocratiques, elles sont forcément plus écolo, non ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Bon, si on prend un peu de recul historique, la raison d'être des coopératives, au départ, c'est quoi ? Bah déjà, c'est un mouvement ancien. Deuxième moitié du 19e siècle. Initialement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écologie. Et peut-être même que c'est pas tant que ça un mouvement révolutionnaire qui veut changer la manière dont on organise la production. Ça va être les républicains qui arrivent au pouvoir, en fait, à la fin des années 1870-1880, notamment Pierre Valdez-Rousseau, va pousser à la création de ce qui va être l'ancêtre de la Confédération Générale des Scopes, qui va appeler à l'époque la Chambre consultative des associations ouvrières de production. Attends, Valdez-Rousseau, c'est le même qui a autorisé la création des syndicats en France ? Oui, avec cette idée des républicains de l'époque, pas franchement des bolcheviks, qu'il valait mieux avoir des institutions capables de représenter les salariés pour éviter les émeutes et les grèves générales. Et c'est la même idée dans la promotion des scopes. Oui, c'est ça. Quand l'État leur ouvre des marchés publics et facilite leur développement, c'est pour faire renaître un mouvement coopératif qui pourrait combattre la misère ouvrière, sans pour autant abolir le capitalisme. Donc ça rejoint l'ensemble des politiques publiques destinées à permettre que le partage de la valeur ajoutée soit moins conflictuel, y compris en subventionnant plus ou moins directement certaines entreprises. Ouais, mais du coup, si l'objectif est de contenir le chômage de masse avec des structures qui sont pas toujours viables par elles-mêmes, ça va être difficile à généraliser. Ok, ça c'était pour les années 1890. Mais on n'en est pas resté là. Je reprends notre question initiale. Est-ce qu'il n'y a pas certaines scopes au moins qui se sont données pour mission de construire un nouveau modèle de production ? Et si possible, plus écolo ? Si, il y en a. En particulier les SCIC, c'est-à-dire les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bonjour, c'est Agathe du montage. Alors il se trouve qu'on dit SIC, ou à la limite SCIC, mais que tout le monde va dire SCIC pendant tout l'épisode. Un nouveau modèle est arrivé depuis une vingtaine d'années qui s'appelle les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont l'objectif est assez différent des scopes puisqu'il consiste à concentrer l'activité d'entreprise sur une finalité sociale, entre guillemets, sans prendre en compte ce qu'était la philosophie des scopes, c'est-à-dire s'intéresser au partage du bénéfice dans l'entreprise. Là, le partage du bénéfice, il n'existe pas ou peu en fait dans les SIC. Alors juste pour rappeler ce que c'est qu'une SIC, c'est une société coopérative qui réunit différentes parties prenantes et plus essentiellement les travailleurs. Il va avoir un collège de travailleurs, et il va avoir un collège d'usagers, il va avoir très souvent un collège qui représente les pouvoirs publics, et en fait tous ces gens sont réunis au sein de la coopérative et partagent en fait l'ambition justement de créer des panneaux photovoltaïques, de créer un service social particulier que l'État ne prend pas en compte. Ah oui, c'est par exemple une boîte comme Enercop. Voilà,
C'est l'une des plus connues, celle qui vend de l'énergie produite avec des renouvelables. Ce que dit bien Maxime Kijou, c'est que les SCIC ont une sorte de mission d'intérêt général, mais elles s'occupent de ce que les services publics ont pu laisser de côté. Et donc ça coïncide plutôt bien avec les questions d'écologie. C'est le genre de truc qu'on trouvait dès 2001 dans le rapport Lippietz, finalement. Oui, quand il parle d'insertion professionnelle et d'utilité communautaire, Alain Lippietz dessine les contours d'un tiers secteur qui, quelques années plus tard, s'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est la loi Hamon dont tu parles ? Oui, celle de 2014, qui définit les structures de l'ESS par le respect de plusieurs critères. Le plus important est l'obligation de réinvestir leurs bénéfices auprès de leurs sociétaires et de constituer une réserve obligatoire appelée fonds de développement. En gros, on s'interdit de servir des dividendes à des actionnaires gourmands. En très gros, oui. Mais alors attends Leïla, s'il y a des tas de structures ressemblant à des entreprises mais qui ne fonctionnent pas complètement comme des sociétés de capitaux habituelles, on va voir la frontière se brouiller entre celles-ci et les boîtes plus classiques, qui s'intitulent entreprises à mission, ou tout simplement celles qui font des efforts de responsabilité sociale des entreprises, non ? Je redonne la parole à Maxime Kijou. Après, je pense que il y a quand même une différence de nature fondamentale entre une entreprise à mission et une entreprise coopérative, c'est la détention du capital. Dire, la grande force de Marx quand même dès le 19e siècle, c'est d'avoir mis le doigt là-dessus. C'est pas simplement sur est-ce qu'il y a eu de l'autonomie au travail, est-ce que c'est qui possède quoi dans l'entreprise. Et les entreprises à mission et la RSE bousculent pas du tout la détention du capital. Et quelle est la grande force, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure avec les statuts, c'est que la détention du capital, elle appartient aux salariés. Alors dans les SIC, c'est un peu plus compliqué parce que c'est différent en collège, mais elle appartient fondamentalement aux gens qui produisent l'activité. Et oui, on en revient à des auteurs qui tranchent dans le vif. J'aime votre audace. Elle est osée. Les entreprises qui se penchent sur la RSE le font seulement si les actionnaires sont d'accord. Et même celles qui font de gros efforts pour devenir plus écolo doivent finalement rendre des comptes aux détenteurs du capital. Ça se passe un peu différemment quand les salariés sont les propriétaires de la société. Alors au bout du compte, transformer une entreprise en coopérative, c'est avant tout une question de démocratie interne et assez peu d'écologie si je comprends bien. J'ai un peu l'impression qu'on est en train de conclure qu'on ne peut pas compter sur les entreprises pour organiser la transition écologique. Ça paraît une bonne idée que les travailleurs et travailleuses aient davantage de pouvoir dans leur organisation. Et encore, on n'a pas parlé de tous les effets sur les conditions de travail et la santé qui sont importants. Mais au bout du compte, les arbitrages difficiles de la transition écolo sont les mêmes, que l'on soit dans des organisations démocratiques ou pas. Une raffinerie autogérée, à supposer que ça existe un jour, c'est un établissement qu'il va falloir fermer, assez vite si possible. Et si c'est Milton Friedman qui avait raison ? Bon, là quand même, c'est un peu décevant Manu. On est passé de George Orwell à Friedman. Mais si, tu vas voir. Rappelle-toi son article de 70 sur les boîtes qui doivent uniquement se soucier de leur profit. Dit comme ça paraît bien sûr scandaleux. Mais l'argument de Friedman se tient. Si on laisse les chefs d'entreprise décider de mesures favorables à l'écologie, c'est que les salariés, ou les actionnaires, ou une autre partie prenante de l'entreprise vont en payer le coût, au bout du compte. Et qui a élu ces gens ? Pas un corps électoral de citoyens et de citoyennes éclairés. Donc ce genre de décisions sont antidémocratiques. On peut au moins dire que c'est un peu plus démocratique quand l'entreprise qui prend ce genre de décision n'est pas une firme capitaliste dirigée par un PDG tout-puissant, non ? Oui, mais en définitive, si on veut fermer des raffineries, investir dans des éoliennes ou faire travailler davantage de gens dans l'agriculture bio, on n'y arrivera pas en laissant chaque entreprise décider. Et encore moins si c'est juste le département RSE qui décide de végétaliser la façade d'une industrie polluante, bien sûr. On peut au moins conclure une chose de notre discussion sur les SCOP, les SCIC et autres coopératives. Elle pourrait fournir un modèle d'organisation plus démocratique à des tas de boîtes, et donner des idées à celles qui veulent réinvestir leurs profits dans des entreprises pérennes. Mais un modèle démocratique, ça ressemble à quoi ? Dans Travailler sans patron, les auteurs montrent que l'érosion de la démocratie dans les SCOP n'est pas une fatalité. La démocratie, ça s'organise, ça demande de l'énergie et beaucoup de détermination. Le livre détaille les différents obstacles à surmonter si on veut faire réussir les SCOP comme contre-modèle. Et on peut aller un cran plus loin. Les coopératives ne sont sans doute pas la troisième voie rêvée entre le libre marché et la planification étatique. Mais des structures comme les SCIC sont certainement capables d'intégrer davantage d'exigences écologiques que les entreprises classiques. Et ce à l'échelle d'un territoire donné, en dialoguant avec les pouvoirs publics. Si je comprends bien, on n'a pas fini de parler de planification. Eh non, mais ce sera pour les prochains épisodes. Merci Manu et Leïla pour cette discussion. C'était passionnant et je crois qu'on a tous hâte de continuer la réflexion. J'en retiens un ensemble de réponses à la question que j'entends souvent, faut-il abolir le capitalisme pour faire la transition ? Alors des structures à propriété collective qui ne sont pas tournées vers le profit, pourquoi pas ? Mais ça ne garantit pas en soi qu'elle soit plus démocratique et si elle l'était, tournée vers la transition écolo ou les besoins de la collectivité.
Les SCOP, les SIC, c'est à la fois de très bonnes alternatives à l'entreprise classique et à la fois, elles ne sont pas généralisables sans penser à l'environnement extérieur. Certains diront, il faut un marché carbone et d'autres, il faut plus d'action publique. Moi en tout cas, ça me donne plein d'idées, de nouveaux thèmes à aborder et j'ai hâte de voir la suite. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et C'est chaud de manière générale, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify et, on se lance en indé, nous soutenir sur tipeee.com. Vous avez tout en description. Merci d'ailleurs à David Révélin, Delphine Latil, Antoine Trouche, Anna Sibaille, Louise Régent, Agathe Chemy, Clara Duteil, François Thomas, Armel Prieur, Pascal et Sabine Lemoine pour leur soutien. À bientôt. C'est chaud est un podcast produit par Flèche Sonore, écrit et animé par nous, Emmanuel Martin et Laïla Alac, et produit par moi, Laïla Alac. Prise de son, montage et chargée de production, Agathe Potin, avec Académie du Climat.